messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de Info 9. Mon invité nous revient pour nous parler des tiques d'hiver chez les orignaux. On se souvient qu'on en avait parlé un peu cet automne quand il était venu nous donner les statistiques de la chasse à l'orignal. Comme il vient à chaque année, c'est toujours un plaisir également de le recevoir. Mais cette fois-ci, il revient. On en avait parlé un peu, mais on va aller plus en profondeur des fameuses tiques d'hiver. Et de plus, on va discuter avec lui des résultats du cadmium et de quelques autres sujets également, dont, entre autres, les ravages pour le cerf de Virginie, le plan de gestion de l'ours. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir du ministère de la Faune, le biologiste grande faune, M. Marcel Paré. M. Paré, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est très gentil de votre part. C'est vraiment très intéressant. Les gens m'en parlent beaucoup. Puis ils veulent en connaître plus. Puis il me disait, bien, il vient, mais il vient donner des résultats, c'est beau, mais vous avez parlé de telle chose, mais pas assez longtemps. Fait que là, on va en parler. Puis c'est pour ça que lors de notre dernière émission, on avait convenu ensemble de refaire une autre émission après les fêtes concernant ces fameuses tiques d'hiver. On revient sur ça, M. Paré. Les tiques d'hiver, c'est bon. On va commencer au début, là, mais très brièvement. C'est quoi exactement? Est-ce qu'on parle que ce sont des larves qui mesurent moins de 1 millimètre et au printemps, sa taille sera de la grosseur d'un 10 sous environ et se nourrira du sang de l'orignal. C'est quoi exactement? Puis tantôt, on va montrer une photo d'un orignal qui a été comme attaqué par les tiques. Vous allez voir quel ravage que ça peut faire. Oui. Donc, c'est ça. C'est un parasite qui s'installe sur l'orignal, surtout à la fin de l'été puis début de l'automne. Okay. Quand l'orignal se déplace, évidemment, dans les broussailles, ces petits organismes-là, évidemment, sont sur le feuillage ou les tiges. C'est tellement petit, on parle de 1 millimètre. Ah oui, c'est la pointe, là. Au moment, nous, on les examine durant la chasse, là, c'est à peu près la pointe d'un crayon. C'est vraiment pas gros. Il faut vraiment voir à la base des poils, là, puis c'est pas évident. Et on se dit être si petit puis faire autant de ravages que ça, c'est incroyable. C'est ça. Ça va avec la quantité qu'il peut y avoir. Il peut en avoir, là. Enfin, ici, en région, on n'a pas de cas, là, peut-être aussi flagrant que ça. Mais il y a d'autres parties de l'Amérique du Nord, dans l'Ouest, par exemple, ou en Nouvelle-Angleterre, ou même Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, il y a des densités plus fortes de parasites. Puis là, c'est des milliers et des milliers et des milliers, donc, qui passent plusieurs mois sur l'animal à se nourrir de sang, puis tout ça. Donc, ça amène des démangeaisons, ça peut affaiblir l'animal, puis au besoin, c'est ça, là, il va se frotter. Exactement, par exemple, c'est ce qu'on dit, parce que ça fait des pertes sanguines pour l'orignal, et puis alors, ça veut dire que son énergie, à ce moment-là, est diminuée énormément, puis on parle de régulation corporelle, de sa température aussi, qui va devenir un problème. Ça peut devenir un problème quand c'est vraiment majeur, quand il y a une grande superficie qui est touchée. Donc, c'est ça, c'est que, évidemment, plus de poils, l'animal ne peut pas conserver sa chaleur aussi bien. Bien voilà, exactement. C'est son isolant. On va demander ici au caméraman de venir chercher un gros plan, là, puis on va regarder, on va montrer aux gens qu'est-ce qu'il y en est exactement. Là, parce que on va demander, M. Paré, on va attendre d'avoir le gros plan. Puis regardez. Alors, on va vous demander de commenter et d'expliquer. Regardez ici, là. Bon, ici, là, regardez, ici. Donc, sur l'épaule, évidemment, ça, c'est un jeune. Là, on est à la fin de l'hiver, en début mars. C'est ça, c'est le 31 mars 2012 à 11h46 minutes. Exactement. Photo prise, il faut le dire, près de Sainte-Rose de Poulerie. Oui. Okay. Par un agent de protection de la faune, là, Hugues Fortier, qui nous a gracieusement offert cette belle photo. Donc, et les jeunes, souvent les femmes peuvent être encore plus vulnérables, disons, à ça, parce qu'évidemment, ils sont moins gros. Ils sont plus petits aussi, donc quand ils se promènent dans la végétation, il y a encore, je dirais, peut-être plus de chances d'accueillir ces fameux parasites. Okay. Mais là, c'est ça, donc à la fin mars, puis
à l'épaule, c'est un endroit, évidemment, où là, il ne peut pas se frotter. C'est ça. Fait que donc, là, il est obligé d'aller sur les arbres c'est ça. puis se frotter sur les arbres. Et c'est ce que ça donne. Mais heureusement, en fait, c'était pas majeur, disons, comme effet. Puis il y a eu la personne a eu des photos par la suite, à l'été puis à l'automne, puis l'animal était en pleine forme. Il était en pleine forme. Oui, Parce oui. qu'il faut le dire aussi que pour la viande, ce n'est pas dangereux. Pas du tout. Non, c'est vraiment externe. C'est vraiment sur le cuir, évidemment, comme on disait, il va piquer pour obtenir du sang. Mais ça n'affecte pas la qualité de la viande ou tout ça. Puis ça ne saute pas sur nous comme une puce, par exemple, dans les mêmes familles. Disons, les puces, c'est sur les chiens ou les chats ou tout ça. C'est pas le cas. Moi, je peux dire, j'en ai examiné plusieurs là, depuis 2 ans. Oui, justement, vous êtes classé pour le faire, là, exactement. Non, c'est ça. Mais est-ce que l'orignal peut aller jusqu'à en mourir? Oui. C'est ça. Si, comme dit, il peut avoir des fois presque tout le corps dégarni de poils. Donc, avec des hivers des fois difficiles, rigoureux. Donc, ça qui s'ajoute, disons, à la difficulté de l'hiver. Donc, il peut avoir perdu assez de sang. Puis du même coup aussi, tout le temps qu'il passe à, disons, à se gratter ou tout ça, ben, il se nourrit moins bien. Donc, tout ça mis ensemble fait qu'il peut être en état de faiblesse importante. Okay. Et puis là, succomber, là, évidemment, à ces faiblesses-là. Mais c'est vraiment à la fin de l'hiver ou au début du printemps mais quand que on ça parle, peut se produire. Monsieur Paré, quand on parle c'est incroyable, c'est 1 millimètre. À la fin du printemps, ça devient de la grosseur de 10 sous environ. Tout au moins le bout, c'est ça, ou le bout du petit doigt, tout au moins. Mais ça veut dire que pour que l'orignal se gratte comme ça, c'est des milliers et plus, là. Oui. Ah oui, il s'est documenté, comme je disais, dans l'Ouest canadien, par exemple, ou américain, là, il y a des années là, où ils ont même des taux de mortalité qu'ils considèrent importants, au point des fois où ils viennent modifier des règlements de chasse pour passer, disons, à travers des périodes d'épidémie. Ça peut varier d'année en année. S'il y a beaucoup aux conditions de météo, des printemps qui sont plus secs, plus hâtifs, ça va favoriser l'éclosion, disons, des œufs ou tout ça. Parce que à la fin de l'hiver, la femelle va tomber au sol, elle va pondre ses œufs au sol, puis ils vont se développer là pendant le printemps, l'été. Puis là, après ça, c'est ça. Ils vont monter après les arbustes. Mais dites-moi une chose, M. Paré. Il me semble, moi, parce que c'était moins connu, on n'avait pas de renseignements comme vous nous en donnez présentement. On en parle depuis 2 ans environ de ces tiques-là. Mais est-ce que c'est vraiment nouveau ou bien non, c'est parce qu'on n'en parlait pas ou que les agents de la faune ou les biologistes tels que vous faisaient pas d'études sur ça? C'est quoi qui fait qu'on en parle là, depuis 2 ans environ? Mais est-ce qu'il y en avait avant aussi? Bon, il y en avait avant. Il y a 2 éléments qui sont arrivés peut-être pour essayer d'éclaircir ou de connaître mieux ce qui se passe. Il y a eu des travaux déjà par le passé d'échantillonnage. Ça précisait, ça disait qu'il y en avait un peu partout au Québec, pas plus au nord, par exemple. Et puis, donc, si on est dans un contexte un peu de réchauffement climatique, puis il y a des régions du Québec où les populations d'orignaux ont augmenté radicalement. On parle au sud du Saint-Laurent. Donc, quand les densités d'orignaux sont plus élevées, c'est plus probable qu'il y ait des infestations. Et il observait, au cours de d'autres travaux, par exemple, dans ces secteurs-là, qu'il y avait des problèmes, qu'il y avait un taux d'infestation peut-être plus élevé. Donc, parallèlement, comme je disais, là, plus dans d'autres administrations, l'Ouest canadien, la Nouvelle-Angleterre, tout ça, là, il observait des fois des impacts plus importants. Donc, c'est venu avec ça. Mais ça existe depuis, je dirais, tout le temps. Sauf que l'impact était peut-être moins. Il était moindre. Probablement. Puis nous, dans le but de mieux documenter la situation au Québec, ben là, depuis 2 ans, il y a des niveaux, là, c'est ça, de prélèvements qu'on fait pour mieux connaître ce qui se passe. Bon, un coup, le printemps arrivé, comme cette photo-là qu'on a montrée, c'était le 31 mars dernier. Qu'est-ce qui arrive d'un coup, là, le printemps, là, arrivé, ces tiques-là meurent? C'est ça. C'est clair. Ils vont tomber au sol.
au printemps OK. comme tel, et puis là, ils vont se développer, c'est-à-dire que les femelles vont déposer les œufs sur le sol. On peut penser, lorsqu'on a des printemps froids, on pense à l'an passé, par exemple. Oui, Il a fait froid tard, là. C'était quasiment l'hiver jusqu'à la fin avril ou début mai, là, c'était très froid. En principe, dans ces conditions-là, ils ont beaucoup moins de chances de se développer, en principe. Donc, il y en a, mais ils peuvent être moins nombreux. Puis il semble que c'est ce qu'on a observé sur les orignaux qu'on a vus. On a examiné 51 orignaux l'automne passé. Il y en avait 88% qui avaient des présences de tiques, mais pas beaucoup. C'était vraiment un ici et là, je dirais, là, sur les 3 secteurs qu'on examinait. Donc, en principe, c'est ça. Puis là, ben c'est ça, comme je mentionnais tantôt, durant l'été, ça va se développer. C'est donc dire que le facteur température joue un rôle primordial à ce moment-là. Tout à fait. Des températures, c'est ça. Un printemps qui est plus chaud, plus sec, ils vont se développer davantage. Puis là aussi, s'il y a un plus grand nombre d'orignaux dans un territoire, ben là, ils ont plus de chances de contacter, disons, ou d'accueillir ces parasites-là, je dirais. Est-ce que ces parasites-là, M. Paré, là, on parle de chez nous, là, Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, parce que, étant biologiste grande faune, vous avez certainement des rencontres avec d'autres biologistes de d'autres régions, qui peuvent être l'Estrie, qui peuvent être dans le bout de Gatineau, etc., en Gaspésie, la Naudière, etc. Est-ce que le phénomène est pareil dans chaque région, ou bien non, si on est un peu unique, nous autres? Non, je dirais, on se situe à peu près dans bien moyen, là. Il y a pas il semble pas y avoir, là, disons, d'excès, là, ou d'extrême. Le sud du Saint-Laurent, où il y a des grosses densités, Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, là, il y a des valeurs, il y a des taux qui sont plus élevés, peut-être 100% à peu près, mais il n'y a pas que ça, c'est le taux. La densité comme telle de parasites est beaucoup plus élevée. Le lac Saint-Jean, les données de l'an passé, c'était la région où il y en avait le moins. Très peu d'orignaux étaient infestés. Donc, il y a des différences comme ça, mais là, on va voir avec les résultats de cette année. Si le portrait, là, il y a eu de l'échantillonnage peut-être un peu plus élevé qui a été fait. Puis on va voir là, si la situation se démarque. Mais... Parce que là, vous avez fait une étude actuellement sur ça l'automne passé. Puis les résultats, est-ce que les résultats sont sortis? Oui, c'est ça. C'est ce que vous avez parlé. C'est ça, oui. On a pu observer, évidemment, la femelle étant ouverte, donc il y avait un peu plus d'orignaux, évidemment, qui se faisaient enregistrer. Donc, on a eu plus de spécimens à examiner, là, évidemment, durant 3 journées là, complètes. Puis, on a examiné 51 orignaux de cette façon-là. Les chasseurs, on va parler là, des résultats de l'étude du cadmium cette année que vous avez faite. Les chasseurs ont bien participé, c'était, puis c'est quoi le résultat? Moins que prévu? Moins que d'habitude, je dirais. Mais en fait, on a obtenu 25 échantillons, donc de reins. Et lorsque les gens, évidemment, se présentaient à l'enregistrement, on prélevait un sabot et les dents de l'animal. Donc, on s'attendait peut-être à avoir au moins peut-être 60, 70 échantillons. Bon, on part avec ça là pour diverses raisons. Mais on va probablement reprendre l'an prochain pour avoir un plus grand nombre. Donc, avant que les analyses de laboratoire soient faites, tout ça, on va peut-être avoir les résultats là, genre, au début de l'été, possiblement. Fait que ça va donner encore idée. À refaire. Fort probablement. Et puis on demande aux chasseurs de collaborer beaucoup aussi. Oui, à ce moment-là, c'est ça, c'est qu'on prépare à ce moment-là, c'est avec l'Agence de santé et des services sociaux, on prépare un communiqué, puis on sollicite là, à ce moment-là les gens pour, dans telles conditions, qu'est-ce qu'on veut vraiment, puis etc. Mon Dieu, il reste à peine quelques minutes, le temps passe vite, ça n'a aucun sens. Ravage cerf de Virginie. Oui, le cerf de Virginie est quand même présent en région, pas juste au Témiscamingue, en Abitibi et en Abitibi-Ouest. Il y a déjà eu des chasses importantes dans les années 50-60, puis le cerf était quand même bien présent. Et ça a diminué par la suite, puis là, il y a eu des remontées, puis évidemment, en Abitibi, c'est des populations un peu plus marginales, mais il y a
à chaque 4-5 ans, on survole les secteurs où on sait qu'il y a des ravages ou ceux où il y aurait des nouveaux ravages. Donc, c'est dans le but de mettre cartographier ces secteurs-là, des habitats fauniques, qu'on protège, qu'on aménage pour que ça s'améliore. Okay. Parce qu'au moment où on se parle, il y en a en Abitibi-Ouest. Ah ben oui. Partons du parquet. Roquemort, il y a des petites pochettes. Macamic, il y a probablement des petites choses aussi ici et là. Ça, on n'a pas réussi à les cartographier comme tel. Des fois, c'est sur des terrains privés, puis là, c'est un petit peu plus difficile. Mais il est présent, puis en petit nombre. Et il est protégé. Il est protégé, oui, c'est ça. C'est sûr. Mais des hivers, disons, difficiles, comme on est parti, évidemment, là, ils ont plus de difficultés. Comme on dit, c'est pas haut sur perte, puis... c'est ça. Et puis quand il y a beaucoup de neige, puis qu'on a du verglas en plus de ça, là, ça devient difficile. Plus difficile, mais c'est protégé. Donc ça, vers la mi-février, on va faire un survol des secteurs là, d'intérêt pour cartographier puis continuer à protéger ces sites-là. Plan de gestion de l'ours. Oui. Un nouveau plan? Oui. Alors, par période maintenant d'à peu près 8 ans, on renouvelle évidemment un plan. Il s'agit d'en faire le portrait, dresser le bilan de ce qu'on a vécu dans le plan qui est en cours, résultats, satisfaction, tout ça. Il y a des sondages qui sont faits. Il s'en fait un par notre ministère. Il s'en fait un par la Fédération québécoise des chasseurs. Et puis, on met ça ensemble. Puis, après ça, on regarde, est-ce qu'il y a des choses qu'on veut changer? Est-ce qu'on modifie les saisons? Globalement... Est-ce qu'il peut venir à 2 chasses à l'ours par année? Oui. C'est toujours possible. Oui, c'est demandé parfois. Que les chasseurs le demandent beaucoup. Hein. Oui. C'est pas miraculeux, je dirais, la chasse d'automne. C'est plutôt une chasse d'opportunisme. Puis, du temps qu'on l'avait, avant 98, c'était 70, 80 ours par automne. C'est pas énorme. Puis, ces années-là, on en prélevait autour de 7 à 800. Depuis ce temps-là, avec une certaine orientation vraiment ciblée sur la chasse printanière, regarde, on prélève entre 900 et 1000 ours par année, même si on n'en tue pas à l'automne. Mais l'inconvénient, c'est qu'à l'automne, des fois, il y en a qui abusent puis qui vont abattre, des fois, illégalement l'espèce. Donc, on voudrait, en tout cas, corriger ces choses-là. Il faut resensibiliser les gens. C'est un gros gibier, c'est pas de la vermine. Non, exactement. Ouais. Alors, le plan de gestion est à l'étude présentement. C'est que on commence la démarche. Les analyses vont être faites au cours de l'hiver, tout ça. Puis, on va... quel genre de consultation autre on va faire pour faire en sorte que au printemps 2015, s'il y a des modifications réglementaires, qu'elles soient déposées, parce que c'est des délais de 2 ans, pour qu'au printemps 2016, on part avec un nouveau plan de gestion. Avec un nouveau plan de gestion. C'est ça. Monsieur Paré, merci infiniment. C'était très intéressant. Puis là, on en connaît beaucoup plus sur l'éthique. Et puis, on sait maintenant qu'il y a des chevreuils pas loin de chez nous, en Abitibi. En petit nombre, fragile, mais en petit nombre, exactement. Il est présent. Ouais. Merci beaucoup, M. Paré. C'est très intéressant et vous serez toujours le bienvenu. C'est bien gentil de m'accueillir de la sorte. Ça nous fait bien plaisir. Merci beaucoup. Courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Qu'est-ce que la maison Turgeon? Où est-elle située? Et qu'est-ce qu'elle raconte, cette maison-là? Alors, pour nous en parler, je reçois l'instigateur de ce projet touristique de Saint-Janvier, M. Marcel Bouchard. M. Bouchard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation, M. Bouchard, puis parce qu'on va faire connaître cette maison-là qui a peut-être un peu surpris, parce que c'est sûr que c'est un début qui est en 2013, puis là, on va continuer en 2014. Mais c'est quoi que cette maison-là, exactement? Pour faire le début, on fêtait le 75e de Saint-Jean-Louis-de-Chazelle l'année passée. Oui, exactement, oui. Et dans mes recherches que j'avais faites pour ça, on avait découvert que Saint-Janvier, on fêtait 75 ans, mais c'est presque 100 ans. Les premiers arrivaient en 1916-1917. Mon grand-père est arrivé en 1920. En 1919, il y avait 70 familles quand même. Fait que la maison qui est là, c'est la maison de mon grand-père Turgeon, qui est le père de ma mère, qui est arrivé en 1920, puis qui l'a construit, c'est sa maison officielle en 1933. Il a fini à la construire en 1933. Avant ça, c'était des camps qu'on appelait. Oh oui, exactement. Puis lui, quand il a construit ça, il a fait cette maison-là.
Puis quand la municipalité est devenue comme municipalité en 38, il était le secrétaire municipal. Fait qu'il était secrétaire municipal de 38 à 68. Non, mon Dieu. Et ma mère de 68 à 88. OK. Et le bureau était dans cette maison-là. Ah, OK. Et nous, quand on était tout petits, quand on allait à la maison, parce qu'on demeurait à 1 000 de là, nous, on allait là, le monde venait payer le taxe. Puis on rencontrait des personnes de la municipalité là. Oui, c'est sûr. Fait que l'histoire de la municipalité est beaucoup attachée à cette maison, parce que mon grand-père était aussi président de la Caisse populaire, puis il était commissaire à la commission scolaire. Ouais, bon, Fait qu'il était impliqué beaucoup. Oui. Et après, en 70, quand il a déménagé à La Sarre, c'est mon père qui a acheté la maison. Puis mon père était inspecteur municipal, puis ma mère était secrétaire. Fait que vous voyez un peu... Ça a toujours resté dans le même, Oui. dans le même groupe, un peu. Oui. Puis, fait que là, le début de l'histoire, c'est de dire, tant qu'à faire le 75e de Chazelle, ben, on va faire l'histoire de Saint-Janvier dans la maison. Ah, ben, Fait que j'ai recréé le bureau municipal, comme il était les mêmes couleurs. Dans la maison, il y a 60 gallons de peinture puis 29 couleurs différentes qui ont été mises dedans l'année passée. Pour revenir vraiment aux couleurs, comme la maison était faite en 1954 quand l'électricité est arrivée. Ah, OK. Fait que là, la maison est pareil comme en 1954. Ça Les doit mêmes être couleurs. Très intéressant. Et l'histoire de Chazelle est dedans. Fait que dans le bureau municipal, j'ai recréé la carte de 1920, 16 à 20 des premiers propriétaires des terres. Oh, mon J'ai refait la carte de 1938, l'année de la fondation. Là, on reconnaît tous des grands-pères et des grands-mères d'aujourd'hui. C'est sûr. Et dans le salon, j'ai tout recréé l'histoire de Chazelle. Et dans le restant de la maison, dans la chambre qui est en bas, j'ai refait tout le côté scolaire, le côté de la Caisse populaire. Parce que par hasard, mon père était président, puis une de mes tantes était gérante au début. OK. J'ai fait tout le volet des infirmières. Parce qu'on était chanceux, dans Saint-Jean, on avait une infirmière dans le temps de la garde de Mondeau. On a même eu la garde Dionne, qui a écrit un livre, qui était Québec. Son livre raconte son histoire à Saint-Janvier de 50 à 54. J'ai parlé, je préfère. C'était un ouvrage terriblement. Tout refaire ça. Puis surtout, refaire, oui, mais c'est les recherches là, Oui. dans ça. Parce que vous connaissant, je sais que tant qu'à faire de quoi, vous avez fait la stricte vérité, autrement dit. Vous avez été chercher tous les points principaux pour dire, mais si c'était comme ça dans ce temps-là, si on le fait aujourd'hui, ça va être pareil. Puis le tour que je me suis fait jouer, moi, je faisais à la maison. Pas nécessairement les autres bâtiments de la ferme. Fait qu'en faisant la maison, il y a quelqu'un qui me dit, pourquoi tu refais pas tu ne nettoies pas un peu le garage? J'avais trouvé, parce que mon grand-père, mon père n'a pas jeté aucun équipement de mon grand-père. Fait qu'en fouillant dans le garage, dans la cave, un peu dans la grange, j'ai retrouvé des vieux équipements des années 20, 30, 40. Oh, mon Dieu, Fait que là, j'ai commencé à faire du ménage à l'extérieur. Fait que je me suis ramassé, j'ai dit, tant qu'à faire ça, on va faire l'histoire forestière. Parce que à Saint-Janvier, l'histoire forestière est basée sur Macamic. OK. Parce que le monde de Macamic en chaloupe, en bateau pour venir à Saint-Janvier. Et il y a eu de la drave à Saint-Janvier, dans un petit cric. Puis il y avait du bois qui venait à Macamic pour être au coffre. Fait que j'ai découvert parce que mon père a fait de la drave. Puis j'ai des pics à drave à mon père. Là, Ça, vous avez découvert un paquet de choses tout en fouillant que vous ne connaissiez pas. Non. J'avais déjà vu un peu. Oui, un peu. Ouais, puis là, j'ai recréé la ferme de 1955. Fait qu'on a trouvé ils appellent ça au fil de la crème, là, les centrifuges. Là. Oui, les fameux. Ben, on a ceux-là de mon père, mon grand-père, oui. lui à main. Lui, pas électrique avant. Ça, ceux-là, je les ai vus, parce que j'ai travaillé avec ça. Dans la grange de mon grand-père, il y a du foin qu'on appelle du foin louche, comme dans le temps. Okay. Et on a fait des démonstrations de l'été passé, comme mon père ramassait son foin, je le disais, comme il se faisait dans les années 50. Mais c'est extraordinaire, monsieur Charles, M. McMahon. Ce n'est pas un reproche, et loin de là, mais il me semble que ce que vous nous dites là, c'est vraiment intéressant, oui. Possible. Mais peut-être est-ce qu'il a manqué un peu de publicité? Parce que il me semble que moi, j'en ai pas entendu parler plus que ça. Plaçons-nous au devoir l'année passée. J'ai commencé vraiment à jouer à faire des bâtisses extérieures. OK. L'année d'avant, je fais du manège, parce que mon père est rentré à l'hôpital. OK. Là, je n'allais pas jusque-là, moi, là. C'est en juillet que ça avançait. Puis là, quand je voyais, puis il ne faut pas oublier, moi, je suis seul ici en Abitibi-Ouest. Toute ma famille est à l'extérieur. Ah. Fait que ma mère est vivante. Sa sœur, qui était justement gérante de la caisse, c'est le maison, eux autres, quand ils ont nos mondes, ça. Fait qu'ils ne savaient pas, ils l'ont pas vu, eux autres non plus. Quand on a ouvert le 3 août, toute la famille Turgeon-Bouchard n'avait pas vu la maison non plus. Ça, il y avait 75 personnes à l'ouverture qui étaient... L'émotion devait être là? Oui. C'était toute la famille Bouchard-Turgeon et les anciens maires et conseillers de Saint-Janvier. C'était un monde privé. Puis, eux autres, ils venaient de venir payer les taxes là.
d'avoir fait des rencontres là. Ah, mon Dieu. Comme à l'extérieur, j'ai l'image de la maison. Et j'ai retrouvé le coffre-fort qui, avant 1940, qui était dans la maison. Il était rendu dans le bureau municipal. Avez-vous trouvé quelques trésors? Il n'est pas ouvert. Il n'est pas ouvert. Ah, il n'est pas ouvert? OK. Ça, est-ce que vous gardez ça pour faire une ouverture en quelque part de quelque Je sais chose pas, là, mais de spécial? j'ai le code pour l'ouvrir, mais je ne l'ai pas ouvert encore. Fait que là, on peut peut-être trouver quelque chose dedans. Mais c'est plus l'histoire de dire c'est le coffre qui était dans cette maison. Oui, exactement. Fait que c'est pour ça que j'ai grandi des affaires au mois de juillet, sans que le monde le sache. J'ai recréé le poulailler qu'il y avait en 1933. J'ai remis des poules dedans. Mon père, son camp de chasse avec ses pièges sont toutes là. Wow, Parce oui. que lui, il a fait de la doit trappe être pendant intéressant 25 à ans. visiter, Ses pièges à eau, extraordinaire. ses pièges à ça. Le monde aimait ça voir ça. Et dans l'étable, là, on a toutes les, comme avant, là, les colliers à vaches, là, qu'il y avait des années 50, un loge en bois. Puis la laiterie qui est là, j'ai tout ce qu'il faut, les bidons, tout ce qu'il faut. Hey, mais dites-moi une chose, M. Bouchard. Elle est située où à Saint-Janvier, Ah, cette maison-là? Cette maison-là, dans le rang, on appelle ça le rang 10 du village, là, à 1 kilomètre du village vers Haute-Nord. Ça veut dire à l'est du village. OK, à l'est du village. Ça veut dire qu'on passe en avant de la branche et fils? C'est ça, c'est Là, à peu on près continue. 500 mètres au bord de ça. Le même côté. Ah, OK. Fait que la maison est revenue orange et blanche, comme elle était rose, là. Ma grand-mère aimait bien le rose, orange, là. Elle est revenue comme ça. Et c'est pour ça que quand je l'ai faite, elle est sur le chemin passant. Parce que beaucoup de camions passent là, dans cette route-là. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a le gros On qui a- prend le 20 000 en haut, plus loin, C'est là. ça. Fait que c'est Puis pour le ça. gros, quand je la faisais, les rénovations l'été passé, dehors, et le monde ralentissait pour voir ce qui se passait là. Mais il ne faut pas oublier, si on s'en place en juin l'année passée, c'était pas comme ça. C'était à la maison, puis l'histoire du 75e. Ça, là, M. Bouchard, vous allez sûrement donner une suite à ça. Quand j'entends donner une suite à ça, vous l'avez fait l'an dernier et ça semble vouloir grossir aussi. Ça va être encore ouvert en 2014, Oui, en je vous- 2015. oui. D'accord. Ben là, je vous pour repartir de la Saint-Jean-Baptiste 2014, OK. avec des thèmes. Là, on va faire comme une fin de semaine de crème ou de foin. Là. OK. Vraiment. Mais après ça, dans les autres, on va essayer de filmer un peu des choses que le monde le voit aussi. Parce que là, il ne faut pas oublier, il y a du monde qui vont dire qu'ils n'ont jamais vu ça non plus là. Puis dans la maison, l'histoire qui est là dans la maison, je veux continuer à raconter l'histoire de Fazel. Puis je fais des farces un peu avec les autres. Étant donné que c'est 75e qui est quasiment 90, parce que je veux montrer au monde que nous, on était une colonie qui dépendait de mécanique de 1916 jusqu'à 1938. OK. Parce qu'on n'a pas de curette à faire nous autres. Ah, OK. Mais on était existant longtemps. Oui. Mais là, ça, j'ai remonté gros cette époque-là. Puis dans mon histoire de la maison, là, ça revient souvent. OK. Puis l'autre volet que le tourisme Abitibi-Témiscamingue m'a demandé. Ben oui, c'est ça, parce que j'ai en note ici que ça va faire partie du guide touristique de l'Abitibi-Témiscamingue. Oui, c'est ça. Les autres m'ont demandé d'en mettre un peu plus dans les bâtisses extérieures. Parce que pour quelqu'un qui va venir voir côté agricole, je ne l'ai pas mis encore, mais c'est encore des équipements des années 50, là. Une petite charrue, une herse, les choses pour faire comme les personnes faisaient dans les années 50. Ah, ben, Fait que là, les autres m'ont demandé en mettant des bâtisses comme ça, le monde va pouvoir voir que c'était quoi une grange dans ce temps-là. Comment était fait un état, Comment était fait, une exactement. laiterie, C'est ça. le poulailler. Ça, ces visites-là, vous allez en avoir en 2014? Oui, à partir du mois Ouvert de juin. au public. Oui, ça devrait être ouvert 5 jours par semaine, du mercredi OK. au dimanche. Puis, est-ce qu'il va y avoir un coût d'entrée à ça? Oui, ou non? c'est 5 $. OK. Puis on va essayer de faire un genre de circuit, parce que moi, j'ai visité la maison Claude Morin. Oui. Il y a Oui, beaucoup d'équipements justement, dedans. oui, c'est ça, J'ai des choses qui se ressemblent beaucoup. Oui, sûrement. Sauf que ceux que j'ai, 95% des affaires que j'ai, ça appartenait au Bouchard ou au Turgeon. Ça vient pas de l'extérieur. Ah, OK. Comme mon père, dans son garage, il y a des fusils à graisser. Il y en a 8, mais ils sont sales. Mais je les ai mis comme... Ils ont travaillé. C'est C'est ça que ça veut dire. Monsieur Bouchard, c'est tout le temps que nous avons, mais une chose est certaine, on va vous réinviter parce qu'il y a beaucoup de choses encore à parler sur ça. Et puis, on va vous réinviter vers le printemps pour bien avertir les gens c'est quoi, c'est où exactement. Puis merci de votre visite. Puis merci surtout d'avoir tout fait ça parce que c'est quand même un travail colossal. Ouais, on n'a pas compté les heures. Moi, j'ai compté pas mal, mais c'est beaucoup de temps. Ben, je comprends. Alors, Et merci. d'histoire. Ben oui, c'est ça, C'est le côté exactement. historique aussi. Monsieur Bouchard, merci beaucoup. Puis on va sûrement se revoir vers le printemps pour donner une suite à cette magnifique maison-là. Merci beaucoup, Monsieur Bouchard. plaisir. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir.